On va boucler la boucle, vous allez voir, avec toutes les interventions que vous avez vues, avec une invitée que normalement vous connaissez déjà. Alors, si vous ne connaissez pas son visage, vous connaissez certainement sa voix, parce qu'on est avec Anne-Marie Cuinier, que je vais vous présenter, si mon iPad s'ouvre. Bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez le podcast Learn and Enjoy? Oui, c'est vrai. Oh. Qui sont les fans dans la salle? Ça me fait trop plaisir de voir Bravo. des auditeurs en vrai. Donc, vous allez voir que sur cette conférence, on va dérouler ensemble 5 étapes pour accompagner l'apprenant pendant tout son parcours de formation et du coup pouvoir travailler son engagement. Et donc, nous allons parler marketing de la formation. La spécialité originelle d'Anne-Marie, c'est le marketing et la communication. C'est comme ça qu'elle a commencé sa carrière. Et c'est pourquoi elle est tout à fait légitime aujourd'hui, en tant que fondatrice du podcast Learn and Enjoy, d'analyser ce qui va faire des étapes pour l'engagement apprenant. Alors vous le savez, ce podcast, c'est tous les 15 jours, des témoignages, des bonnes pratiques, des outils. Et puis, on a énormément de chance ce soir parce que Anne-Marie file le travail de l'écriture et après l'écriture sonore, elle prépare un bouquin, un livre qui va sortir chez Duno au mois d'avril, c'est bien ça? Il va sortir le 2 mai. Le 2 mai. Édition Duno. Et donc, on a beaucoup de chance parce qu'en fait, ce qu'on va avoir ce soir, c'est un peu le teaser de la structure du bouquin et vraiment les clés principales qui sont tout la compilation de ton savoir-faire depuis 15 ans. Et puis, je propose qu'on commence. Eh bien, on y va. On y va? Bon, alors, le marketing de la formation, c'est quoi pour vous? Alors, je vais écouter vos réponses, je vais les reprendre au micro. C'est quoi pour vous le marketing de la formation? Qui veut se lancer? Oui? Quelqu'un? Personne? Personne n'a d'idée? Un petit appel des savoirs. C'est quoi le marketing de la formation? Enrober la formation pour la rendre intéressante. Autre chose? Comprendre les attentes de l'apprenant pour lui personnaliser l'offre. Je pense. Ok. Alors, et toi, c'est quoi ta réponse? Alors moi, je vais vous donner donc ma définition. Pour moi, le marketing de la formation, il va permettre de donner envie aux apprenants de se former, d'amener les collaborateurs donc jusqu'à la formation et aussi d'accompagner l'apprenant pendant tout son parcours de formation. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour maintenir sa motivation et son engagement. Alors, comment on fait pour donner envie aux apprenants de se former, Anne-Marie? Eh bien, je vais vous donner l'exemple d'une nouvelle offre de formation. Donc, prenons cet exemple et que se passe-t-il? Donc, vous avez ajouté une super offre de formation sur votre LMS sur un sujet d'actualité, un sujet brûlant, mais elle est noyée au milieu des 50 autres formations et donc elle va passer inaperçue. Vous avez aussi envoyé un mail complet donc, qui va expliquer votre nouvelle formation, qui va la détailler à vos apprenants, mais vos apprenants sont quand même aux abonnés absents. Votre sujet est passionnant, mais très vite, vos apprenants vont abandonner leur formation et vont vous dire qu'ils n'ont pas du tout le temps d'aller au bout du parcours de formation. Et donc, vos apprenants ne sont pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce que les collaborateurs ne savent pas forcément qu'une nouvelle offre de formation existe. La plupart des salariés aussi ne comprennent pas pourquoi ils doivent suivre une formation qui est imposée par leur manager. Pourquoi est-ce que je dois suivre cette formation?
Et les apprenants vont se connecter une fois sur la plateforme et ensuite ils vont oublier, ils ne vont pas y retourner. Et donc, fatalement, vos taux d'inscription ne décollent pas et vos taux de connexion et de complétion sont trop bas. Alors comment on fait alors pour communiquer sur des nouvelles formations si on a fait nos emails, notre affichage, tout ça, ça n'a pas marché? Bah ouais. Donc, l'année dernière, j'ai interrogé une cinquantaine de Digital Learning Managers. Et donc, voici ce qu'ils m'ont dit lorsqu'ils communiquent sur une nouvelle formation. Donc, ils vont passer plusieurs heures à réaliser un teaser vidéo pour promouvoir cette formation. Ils vont rédiger une newsletter ou un email qui va présenter de façon succincte les modalités de la formation. Ils vont aussi parfois organiser un webinaire. Ils vont communiquer sur le fil info de l'intranet, mais très vite, le message va disparaître de la première page d'accueil. Ils vont demander de l'aide au service communication, et ça vous est peut-être déjà arrivé. Le service communication va vous dire « bah non, je n'ai pas le temps ». Voire, ils vont vous demander d'être facturé. Et vous, peut-être, vous avez eu d'autres idées qui ont raté? Non? Qu'est-ce que vous avez fait d'autre pour marketer de la formation qui n'a pas marché? Des posters? Ouais. Des posters, de l'affichage? Autre chose qui a raté? Bon. Alors, maintenant qu'on a essayé tout ça, Anne-Marie, il faut quand même qu'on trouve des solutions. Alors, ce qui se passe, c'est que le plus souvent, une fois que la formation elle est lancée, eh bien, il ne se passe plus rien. Et donc, forcément, les effets vont retomber et les résultats vont être trop faibles. Les résultats ne vont pas être au rendez-vous. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que ce sont des pratiques en one-shot. Communiquer, en fin de compte, lorsque vous allez faire des actions de communication, il faut que ça s'inscrive dans un plan de communication global et que cela suive tout le parcours de formation. Parce que sans animation, il n'y a pas d'action. Et selon un livre blanc de 360 Learning, les taux de complétion des formations digitales dépassent rarement les 20 à 30% s'il n'y a pas d'animation et s'il n'y a pas d'action pendant tout le parcours de formation. Et encore, chez 360 Learning, ils sont plus optimistes que Succubus, qui nous disait qu'on était à 10%. Et donc, imaginer et créer des super parcours de formation, c'est bien, mais les rendre visibles, eh bien, c'est encore mieux, parce que sinon, personne ne va les voir. Et c'est pour cela qu'il est important d'accompagner l'apprenant pendant tout son parcours de formation. Pourquoi? Parce qu'en l'accompagnant, vous allez susciter sa curiosité, vous allez toucher un maximum de collaborateurs en fonction de leurs habitudes et de leurs préférences, ce qui va augmenter vos taux d'inscription. Vous allez booster la participation de vos apprenants pour qu'ils suivent la formation jusqu'au bout. Et bien sûr, si vous avez plus d'apprenants formés, vous allez pouvoir développer une culture apprenante au sein de votre entreprise. Et donc, comment on fait tout ça? Eh bien, en créant ce que moi j'appelle un dispositif d'engagement pour soutenir l'expérience apprenant. Alors, qu'est-ce que c'est un dispositif d'engagement? Ça, je vais vous le dire. Donc voilà, c'est une méthode que j'ai conçue en développant mes propres outils qui sont inspirés donc des techniques du marketing. C'est le moment où je devrais vous prendre tous en photo avec tous vos téléphones mobiles pointés vers l'écran. Voilà. Et c'est un dispositif en 5 étapes que je vais vous détailler rapidement, parce qu'on n'a que 30 minutes au total. Donc la première étape, c'est comprendre ses apprenants. La deuxième, c'est rendre votre formation captivante. La troisième, c'est construire un parcours apprenant. La quatrième, c'est construire votre plan de communication. Et la cinquième, c'est mesurer l'impact de vos actions. Alors, la première étape, comprendre ses apprenants. Alors, pourquoi il est important de comprendre ses apprenants? Eh bien, tout simplement parce qu'un dispositif de formation va répondre aux besoins des apprenants. Et que pour répondre aux besoins de ces apprenants, eh bien, il faut comprendre qui ils sont, ce qui les motive, pourquoi ils souhaitent apprendre, est-ce qu'ils ont des freins, est-ce qu'ils ont des contraintes. Tu me permets de dire quelque chose? Vas-y, vas-y. Moi, dans ma pratique de tous les jours, je challenge beaucoup mon équipe pédagogique et souvent, je leur dis, mais il y a quoi dedans pour moi? Il y a quoi dedans pour moi?
et je leur rappelle quelques principes des moteurs de l'apprentissage pour adultes, qui sont qu'ils apportent ce qu'ils savent déjà, que 2, il faut qu'il y ait un résultat immédiatement opérationnel pour leur faciliter leur propre vie. Et s'il n'y a pas déjà ces 2 critères, ça sera impossible de leur passer tous les autres sujets, soporifiques comme en début d'après-midi, ou pas soporifiques sur l'IA comme on en a parlé tout à l'heure. Mais il faut comprendre qu'il faut qu'il y ait un « what's in it for me ». Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi pour me faciliter la vie dans mon travail? Et donc, ne pas connaître ces apprenants va forcément réduire leur engagement. Parce que vous n'allez pas savoir comment capter leur attention, vous n'allez pas savoir comment susciter leur intérêt, et vous n'allez pas savoir comment adapter la communication avec des messages qui vont être adaptés pour eux. Si l'on prend par exemple des commerciaux qui sont souvent sur la route, eh ben, ils vont sans doute préférer une formation digitale à suivre sur leur téléphone, parce qu'ils sont souvent indisponibles, ou un format audio qu'ils pourront écouter pendant les temps de transport. Et donc pour cela, construire le profil type de votre apprenant va vous aider. Et c'est ce qu'on appelle un persona. Vous connaissez les personas? On en a déjà parlé dans l'après-midi. Sur le contenu, et là c'est sur la cible de la formation. Et donc, ce persona va vous aider à vous mettre à la place de votre apprenant idéal en définissant donc un profil fictif qui va détailler ses qualités, ses besoins, ses comportements, ses frustrations, sa vie au quotidien. Donc, dans l'objectif de lui proposer la formation qui va lui correspondre le mieux. Je crois que tu as fait déjà des personas assez élaborés sur des projets de formation. Oui. Tu en aurais à nous montrer? Oui. Oh. Voilà. Donc, j'ai adapté, en fin de compte, le persona marketing au learning. Donc, je l'ai appelé le learner persona. Et donc, vous voyez, j'ai inclus, donc, il y a sa bio, bien entendu, quelques traits de personnalité, ses motivations, pourquoi il souhaite apprendre, quels sont ses freins. Donc là, par exemple, on voit que Florian, il est père de 2 enfants en bas âge, donc il manque de temps. Ses centres d'intérêt, ses usages numériques, très importants, savoir s'il est à l'aise ou pas avec le digital, si on veut lui proposer un module en digital. Et ses préférences d'apprentissage aussi. Il a sa propre devise aussi. Voilà, ce qui est important, c'est les grandes catégories que tu nous proposes, les grandes rubriques qui te permettent de créer ta persona. Et la citation et la photo, c'est pour vraiment donner une âme au persona, pour qu'on s'identifie à ce persona. Donc passons maintenant à l'étape 2, qui est de rendre sa formation captivante. Alors ici, je vais faire le parallèle avec un produit, parce que pour moi, une formation, c'est un produit. Et donc, lorsqu'on va proposer un bon produit de formation, eh bien, c'est proposer un parcours de formation engageant qui va proposer une belle expérience apprenant. Et pour cela, eh bien, il est très important de travailler autant le fond que la forme. Alors, comment est-ce qu'on va favoriser l'engagement des apprenants? Eh bien, on va injecter de l'émotion dans ces modules grâce au storytelling. On va les faire jouer aussi grâce à la gamification. Très important aussi, soigner l'univers visuel, soigner l'univers audio également, qui est souvent délaissé. Vous faites le lien avec toutes les conférences que nous avons eues cet après-midi, évidemment. Et pour ne pas lasser l'apprenant, il faut bien entendu veiller à varier les modalités pédagogiques. Et dans un contexte digital, surtout ne pas oublier d'adapter les outils au comportement des apprenants. Par exemple, si vous allez proposer un parcours majoritairement destiné à des jeunes, les jeunes actuellement ils sont tout le temps sur leur téléphone. Donc il vaut mieux leur proposer un parcours sur un smartphone. Moi par exemple, je suis déjà un petit peu âgée, donc je préfère suivre les formations sur mon ordinateur. Et quelquefois, si vous avez des parcours qui sont déjà existants, eh bien ce n'est pas la peine de tout refaire. Il suffit, pour le pimper un peu, de revoir les visuels, de rajouter de l'audio. Il n'est pas forcément indispensable de repartir de zéro pour créer une formation captivante, comme je le dirais. Ensuite, quelque chose d'autre qui est aussi très important, c'est de marketer vos titres. Parce que ça, c'est surtout à ne pas sous-estimer, parce que c'est ce que l'apprenant va voir dès le départ. Donc si vous ne lui donnez pas envie d'ouvrir quelque part sa formation pour voir ce qu'il y a dedans, eh ben, il ne va rien se passer du tout. Donc un titre accrocheur. Est-ce que vous préférez faire la formation sécurité de l'information ou est-ce que vous préférez faire la formation cyberchampion? Voilà. Et le résumé, c'est exactement pareil. Donc le résumé,
L'idée, c'est de faire un résumé très opérationnel pour que l'apprenant se projette dans sa formation. Là, on oublie les objectifs pédagogiques qui, le plus souvent, sont dans un jargon technique que l'apprenant ne comprend pas. Et donc, ah, j'avais loupé une slide, c'était la slide d'avant. Bon, c'est pas grave. Et donc, en résumé, ce que je dirais, c'est la synthèse, c'est de travailler l'apprenant à 360 degrés pour ne rien oublier, pour lui proposer vraiment une belle expérience de formation. On est vraiment dans les codes du marketing. Voilà. L'étape 3. Donc, l'étape 3 va consister à construire un parcours apprenant. Donc, avant, pendant et après. Avant, pour susciter l'intérêt. Pendant, pour motiver. Et après, pour féliciter et valoriser. Et le parcours apprenant, il est là pour créer de la présence et du soutien auprès des apprenants, pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Et c'est ce qui va les aider à aller au bout de leur parcours de formation et donc à améliorer les taux de complétion. Alors, vous, quelles actions mettez-vous en place avant, pendant et après la formation? Vous avez des exemples ? Une action avant. Qui a un exemple d'action avant la formation? Vous ne communiquez pas avant la formation? Non, ils n'ont pas envie de répondre. Très fort alors. Répétez devant. Test de un positionnement. Test de positionnement avant la formation. Ouais. D'accord. Oui. Pendant? Ah, Avec le une manager. réunion d'infos avec les D'accord. managers. Mhm. Pendant? Avec le responsable pédagogique. Pendant la formation, un exemple? La gamification pendant ouais. la formation. Ouais. Et après la formation? Ah, pendant, allez-y. La multimodalité. Modalité. Ok. Et après Merci. la formation? Et après la formation, qu'est-ce que vous faites? Ah, on a des exemples. Très fort. J'ai pas entendu. Il y a vraiment un bruit. Ouais, il y a trop de bruit. Répétez devant au fur et à mesure. Non, on va perdre trop de temps. J'ai plus que 12 Très bien. Alors, quelles actions on peut mettre en place Alors, eh bien, avant, pendant et après, Anne-Marie? Alors, je vais vous donner quelques exemples. Hein. Ce sont bien entendu des idées. Donc, en amont de la formation, l'objectif, ça va être de faire connaître le dispositif, de lui donner du sens et pour atteindre un taux de connexion de 100%. Là, l'idée, c'est de faire en sorte que vos apprenants ils viennent sur la plateforme et ils se connectent au moins la première fois. Donc, pour ça, on peut imaginer un onboarding des apprenants. Hein. Vous allez, par exemple, leur envoyer un mail de bienvenue dans le parcours. Vous pouvez aussi lui envoyer une petite vidéo ou une vidéo du manager. Vous pouvez aussi lui envoyer un audio. C'est original, hein, ça se fait assez peu. Vous pouvez aussi faire une campagne de communication avec des affichettes, là où se trouvent les apprenants. Donc ça peut être les espaces communs, ça peut être des bandeaux sur l'intranet, ça peut être sur les réseaux sociaux internes. Et vous pouvez aussi organiser une visio de bienvenue, ça j'aime bien, pour lancer la formation, parce que ça va permettre aux apprenants de se connaître, de faire connaissance et de commencer à créer du lien. Et pour rebondir sur le début de notre conférence, si ça ne marche pas en one shot, là ça va marcher parce que c'est dans un plan avant, pendant et après. Et c'est ça la différence. C'est que les affichettes en one shot ne marchent pas. Non. Les affichettes dans un plan avant, pendant, après vont mieux marcher. Et Anne-Marie, pendant, on fait quoi? Alors, pendant. Donc pendant la formation, là l'objectif ça va être de motiver notre apprenant pour qu'il ne décroche pas et pour qu'il ne se sente pas tout seul. Donc on peut imaginer des séquences d'emails qui vont accompagner l'apprenant pendant son parcours de formation. Donc par exemple, l'apprenant vient de terminer un module, eh bien on programme un petit mail en lui disant bah, « Bravo Mathilde, tu viens de terminer ce module, tu peux enchaîner sur le module suivant », voilà, en marketant un peu. Mettre aussi à disposition une foire aux questions qui sera facilement accessible pour qu'il puisse avoir les réponses aux questions qu'il se pose sans perdre du temps à chercher. Le contact d'un interlocuteur aussi, c'est très important qu'il sache vers qui se tourner s'il a une question, que ce ne soit pas anonyme. Et on peut aussi imaginer une présence sur un chat, un forum ou une messagerie instantanée comme WhatsApp
pour qu'ils puissent aussi échanger avec les autres apprenants et toujours poser ces questions. Et ça permet aussi de poser les bases d'une communauté apprenante. Si je peux me permettre, votre interlocuteur et votre chat, donnez-lui un visage. Oui. Même si ce n'est pas toujours la même personne qui répond derrière. Donnez un visage à l'interlocuteur formation. Ouais. Évidemment que je ne réponds pas à tous les mails de tous les apprenants, mais sur les push mails qu'on envoie, il y a un visage, il y a un mail, c'est un mail générique, mais le visage, ça change tout. Et il y a un prénom, ça peut être par exemple Sophie, du service formation. Voilà. Et enfin, après la formation, alors cette étape-là, elle est souvent oubliée, mais elle est importante. On va féliciter et valoriser l'apprenant. Donc comment ? On peut le récompenser avec un diplôme ou un badge. Donc c'est un facteur de motivation pour certains apprenants. Personnellement, pour moi, ça l'est. Si je sais que je vais avoir un diplôme à la fin, je vais aller au bout. Et les badges, on peut maintenant très facilement créer des open badges gratuitement. Un mail de remerciement aussi, ça, on ne le fait pas forcément. On remercie l'apprenant d'avoir suivi la formation, de nous avoir accordé de son temps. Et on peut aussi utiliser l'audio ou la vidéo pour collecter des témoignages sur l'expérience que les apprenants ont suivie. Et ensuite, vous allez vous servir de ces témoignages pour communiquer sur la formation et donc faire venir d'autres apprenants. Passons à l'étape 4, parce que le temps file. Hein. Donc, dans l'étape 4, on va construire un plan de communication. Alors, un plan de communication, c'est quoi? C'est la synthèse de l'ensemble des actions que vous avez prévues pour promouvoir votre formation et accompagner votre apprenant. Donc, en amont, on peut identifier des relais ou des ambassadeurs sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour relayer vos informations. Donc l'idée, ça va être de lister les cibles et les messages clés à adresser à chaque cible et les différents canaux de diffusion et les supports. Et bien sûr, de définir des objectifs. Alors bien sûr, des objectifs SMART. Tout le monde sait ce que veut dire un objectif SMART. Donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Et là, je vous ai mis un exemple d'objectif SMART. Et c'est super important parce que ça va permettre le buy-in par votre hiérarchie, par votre management, par le sponsor, pour montrer que vous avez réussi votre plan. Donc ne partez pas sur un plan sans vous avoir fixé des objectifs. Voilà. Et alors, il y a encore un peu d'étape 4. Ouais, l'étape 4. Donc, il y a deux questions surtout à se poser pour construire son plan de communication. Excellent. Donc tout d'abord, c'est quels sont les canaux les mieux adaptés pour communiquer auprès de chaque cible? Parce que vous pouvez avoir la cible des apprenants, la cible des managers ou encore une autre cible. Donc quels sont les canaux les mieux adaptés pour chaque cible? Et ensuite, quels sont les supports de communication à concevoir pour communiquer sur ces canaux? Et là, grâce à vos personas, vous allez avoir les réponses à ces questions. Alors surtout, soyez créatifs, hein. Tous les moyens sont bons pour attirer l'attention de vos apprenants. Soyez multicanal, ne vous contentez pas que d'un seul canal de communication. Et ensuite, on formalise le plan de communication. Alors un plan de communication, vous voyez, c'est tout simple, hein. Un tableau Excel suffit. Vous pouvez créer le tableau en indiquant dans chaque colonne, donc vous voyez les cibles, les objectifs, etc. Donc là, je vous ai mis un exemple d'action donc lorsque je lance un nouvel épisode du podcast. Et le plan de communication, il concerne bien sûr l'avant, le pendant et l'après-formation. Et vous verrez qu'avec une bonne communication, vous pouvez vraiment augmenter de façon significative les taux de complétion. Donc l'avant, le pendant et l'après, on va avoir des lignes au fur et à mesure de toutes les actions. Une ligne par action. Super. Et alors bien sûr, hein, si vous n'avez jamais mis en place un plan de communication, ne vous lancez pas dans une multitude d'actions. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer petit. Vous prévoyez une action pendant, une action avant, une action pendant, une action après, et ensuite vous rajoutez au fur et à mesure. Alors, on aurait aimé échanger avec vous, mais on va préférer avoir du temps pour les questions. Les outils de communication, ouais. Alors, je continue. On va continuer. Ouais, on va continuer pour aller au bout. Alors là, l'idée, c'était de vous dire que pour créer des supports de communication, il y a beaucoup d'outils qui existent actuellement et qui sont budgétairement accessibles et très qualitatifs. Donc moi, personnellement, j'aime beaucoup Canva.
Powtoon aussi pour créer des petits vidéos teasers. En plus, il y a des templates, donc ça, on le prend en main quand même facilement. Geniali aussi, que j'aime beaucoup pour créer des présentations interactives. C'est mon chouchou. Et puis ensuite, pour les illustrations, vous avez FreePix, Pixels, ou maintenant on a aussi les IA génératifs qui peuvent créer des beaux visuels. Moi, j'utilise Bing Creator, par exemple, pour mes posts LinkedIn. Et tous ces outils existent avec des versions gratuites. Tous ces outils que vous pouvez existent comme ça avec des versions tester gratuites. une première fois avant de décider d'investir ou d'investir avec tous les exposants qui vous proposent des solutions sur le salon. Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir le pack Adobe pour créer des beaux supports de communication. Et enfin, on arrive à la 5e et dernière étape, qui est celle de la mesure de l'impact des actions. Alors bien sûr, on a l'évaluation de la formation et des compétences acquises, mais ce qui est important aussi, c'est d'évaluer la satisfaction des apprenants. Et pour ça, je vous propose d'utiliser un autre outil donc, qui est inspiré du marketing, qui est le NPS, le Net Promoter Score. Alors, le NPS, c'est quoi ? Donc, c'est un indicateur de satisfaction qui est très utilisé dans le marketing. Vous avez sans doute déjà eu cette question lorsque vous avez acheté des produits. Et donc, ça consiste pour les clients à répondre à une unique question. Quelle est la probabilité que vous recommandiez le salon Learning Technology, par exemple, à l'un de vos collègues? Et là, vous attribuez une note de 1, de 0 à 10. Eh bien, pour une formation, c'est pareil. On peut adapter cette question. Et là, la question serait, quelle est la probabilité que vous recommandiez cette formation à un collègue? Ça serait l'objet d'une autre conférence, mais moi, je recommande les démarches qualité-satisfaction les plus courtes possibles. Aujourd'hui, on répond au chauffeur Uber ou à la commande Amazon en 5 étoiles, en 3 questions maximum. Cette question-là est la plus importante. Si vous avez un bon NPS, vous pouvez faire de l'amélioration continue. S'il est faible, vous allez savoir ce qui ne va pas. Vous aurez d'autres canaux qui vont vous donner des verbatims pour savoir ce qui ne va pas. C'est inutile d'avoir 15 questions, de demander à un apprenant elle était comment la qualité didactique du pédagogue? Il n'en sait rien, l'apprenant. Voilà, cette question-là est la plus importante. Voilà. Et vous pouvez compléter avec 1 ou 2 questions qualitatives pour avoir des feedbacks un petit peu plus détaillés. Voilà, on va arriver à la fin donc, de cette présentation. Donc, ce que j'ai essayé de vous montrer donc, pendant ces 30 minutes, c'est comment le marketing pouvait être utilisé en formation. Ce n'est pas un gros mot, le marketing. Pour moi, c'est vraiment un levier de motivation, d'implication, d'engagement et de fidélisation des apprenants. C'est vraiment un levier qui est complémentaire au levier pédagogique. Les deux vont ensemble pour réussir un parcours de formation. Merci beaucoup Anne-Marie. On a répondu à la question de départ à l'arrivée. Vous avez vu comment on est toujours assez bon sur nos boucles de restitution. Pour finir, le cadeau bonus. Le cadeau bonus. La checklist. La checklist pour ne rien oublier. Je vous la laisse prendre en photo si vous voulez. C'est voilà, 8 questions à se poser quand vous réfléchissez sur comment promouvoir vos formations pour être sûr de ne rien avoir oublié. Et je crois que tu vas nous laisser... alors évidemment, c'est à vous maintenant de tester tout ça. Tu vas nous laisser les coordonnées du podcast, c'est ça? Alors, je vous ai listé aussi quelques épisodes du podcast qui peuvent vous intéresser pour aller plus loin que cette présentation, un petit peu plus détaillée. Et puis du coup, si c'est plus facile sur vos téléphones mobiles, notre Net Promoter Score ce soir, c'est le nombre de téléphones mobiles levés depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. On a aussi du coup un QR code qui vous enverra sur le site web d'Anne-Marie. Alors je vais vous le donner parce que là on est en timing. Voilà, donc je vous donne mon LinkedIn si vous voulez vous connecter avec moi sur LinkedIn. Je partage régulièrement des posts 2 fois par semaine sur le digital learning, le marketing de la formation. Et ce QR code, vous atterrirez sur mon site où vous aurez le podcast on sera alerté de la sortie du livre. Il y a un formulaire si vous voulez être alerté de la sortie du livre, mais c'est le 2 mai. Voilà. Et dans le livre, vous aurez beaucoup plus de détails que ce que je viens de vous présenter. On a encore un peu de temps pour ceux qui veulent des questions. Une ou 2 questions. Et comme on est les derniers, je crois que la régie nous autorisera à déborder un tout petit peu. Une première question ici. Tout à l'heure, vous mentionnez le fait de valoriser l'apprenant à l'issue de sa formation. Mis à part les badges qui peuvent sembler parfois gadgets ou des certificats qui peuvent être téléchargés, qui peuvent
parfois être associé à du papier peint. Qu'est-ce que vous suggérez comme dispositif ? Déjà, pour valoriser, je trouve qu'un témoignage va valoriser aussi l'apprenant. Si vous lui demandez de témoigner sur l'expérience qu'il vient de vivre, moi, personnellement, je trouve que c'est valorisant si on me demande de témoigner. Ça peut être aussi les certificats qui, s'ils sont bien travaillés, ne font pas trop gadget. Et ça peut être aussi un petit cadeau à la fin de la formation, un cadeau utile, une gourde ou autre chose qu'il va recevoir. Dans le après, alors là je sais qu'on parlait de l'apprenant, hein, oui. Mais dans le après, est-ce qu'il y a un retour aussi avec son manager? Et si oui, sous quelle forme? Et est-ce que c'est apprenant et manager ensemble ou à part? Enfin voilà. Oui, alors bien sûr, il y a un retour manager-apprenant. Moi je t'en ai pas parlé parce que ça fait partie des ressources humaines. Mais oui, bien sûr, il faut qu'il y ait un retour. Pour moi, les deux ensemble, c'est mieux quand même. Qu'il y ait un one-to-one et qu'ils échangent. Une autre question. Élodie. Pour les personas, on imagine une formation cybersécurité, sensibilisation que tu vas adresser à toute l'entreprise. Combien de personas tu vas devoir créer? Justement, là, il faut travailler sur les personas et voir combien on peut en avoir. Et là, l'idée, c'est peut-être de faire un parcours hybride avec plusieurs modalités pour s'adresser à ces différents personas. Ces personas, vous n'allez pas les recréer à chaque formation. Après, oui, vous connaissez vos populations cibles dans votre entreprise et vos personas, vous allez pouvoir les faire vivre, les faire vieillir, les faire évoluer, mais vous allez garder les personas que vous créez. Et quand il y a une formation qui réunit toutes les personas, effectivement, il faudra trouver soit des modalités alternatives, soit le commun dénominateur. Est-ce qu'il y a encore une dernière question dans la salle? Oui, une dernière. Merci. Quand est le meilleur moment pour demander le MPS à la votre fin, avis? À la fin de la formation, un petit questionnaire de satisfaction. À chaud ou pas à chaud en fait? À chaud. Oui, à chaud. Oui, la mesure, c'est vraiment après l'expérience client. C'est vraiment au moment de l'expérience d'achat ou au moment de l'expérience client. Voilà, j'espère que cette présentation vous permettra de vous inspirer et qu'elle vous a plu. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup.